Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Petit Club, un podcast des médiathèques de Quimper, Bretagne occidentale. Marine au micro et aujourd'hui je suis en compagnie de Samuel. Salut Samuel. Salut Marine. Et je suis aussi en compagnie d'Alix. Bonjour Alix. Salut. Dans ce petit club, c'est la même formule que son grand frère le club, sauf qu'on est moins nombreux et normalement on est censé parler moins longtemps. C'est pas gagner, hein. Vous nous connaissez, on est bavarde. Pour ce petit club, Samuel, est-ce que tu voudrais commencer ? Je peux commencer par un roman que j'ai écouté il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Du thé pour les fantômes, de Chris Vuklisvik. C'est aussi le nom de l'autrice Ada Vivlada. En fait, elle a 2 noms d'autrice. Et en gros, on va suivre l'histoire familiale de 2 sœurs, une qui s'appelle Agonie et l'autre Félicité, et elles ont l'une et l'autre des pouvoirs un petit peu magiques. Et Agonie est plutôt une sorcière, où dès qu'elle parle, elle va avoir un papillon qui va faire pourrir les choses, etc. Donc contrainte dès petite à pas trop parler, à s'exprimer. Et l'autre Félicité qui, au fur et à mesure, va se rendre compte qu'elle est passeuse de fantômes. Donc elle peut communiquer avec eux et les aider à passer dans l'au-delà. Donc on va les suivre enfants, avec une mère qui est assez compliquée. Et ça prend plutôt la forme d'un... Ça ressemble un peu à un conte, en fait. On les suit, elles se séparent à un moment, elles ne se voient plus pendant 30 ans, et leur mère va décéder, et elles vont reprendre contact l'une et l'autre, et essayer justement de faire passer le fantôme de leur mère dans l'au-delà. Donc c'est retracer un petit peu toute sa vie, parce que c'est une femme qui a vécu pendant très 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 longtemps. Donc essayer de décortiquer un petit peu le vrai du faux de ce qu'elle a pu leur raconter aussi, et voyager donc de Nice, puis en Espagne, et essayer de découvrir un petit peu toute cette histoire familiale et réussir à faire que le fantôme de leur mère puisse retourner en paix et mourir paisiblement en fait, parce que là c'est clairement pas le cas. Et c'est aussi la redécouverte de 2 sœurs qui, enfants, comme elles sont jumelles, elles étaient un petit peu inséparables. Au fur et à mesure, elles se sont éloignées. Et là, adultes, vieilles femmes, c'est se retrouver et réapprendre à vivre ensemble aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Et le fait que, oui, comme je disais, que ce soit sous une forme de conte, on retourne aussi un petit peu dans ce qu'on pouvait lire étant enfant, même si le sujet, c'est plus tellement ce qu'on lit enfant. Mais la forme est très agréable aussi de ce côté-là, avec un petit peu de magie, un petit côté mystique et tout. Vraiment très sympa. Dans ce côté un peu conte, alors moi j'avais commencé Du thé pour les fantômes, j'avais trouvé l'entrée en matière un peu difficile, mais c'était, voilà, tu confirmes. Oui. C'est un peu aride, c'est particulier comme début d'ouvrage. Tu débarques, le tout premier personnage qu'on croise, c'est quelqu'un des archives qui va essayer de découvrir pourquoi un village a disparu. Donc en fait on est vraiment pas non plus dans l'histoire que je vous ai racontée, mais en fait c'est quelqu'un qui va aller chercher les témoignages des gens qui étaient encore dans ce village. Donc au début on se dit c'est quoi ce truc, je m'en fiche un peu, et assez rapidement, après moi je l'ai écouté donc c'est peut-être différent aussi, et tu te retrouves en fait à décortiquer le fil de cette famille, de l'histoire de cette famille en fait. Ouais. Et j'avais trouvé ça un peu aride au départ et j'avais pas poursuivi, mais je pense que j'étais pas dans le bon moment pour le lire, parce qu'il y a eu pas mal de retours extrêmement positifs sur ce livre. Je sais qu'on a des goûts assez similaires en fantasy science-fiction, toi et moi, donc je redonnerai sans doute sa chance. Et donc dans le même genre de thème des contes, on a l'impression de lire un conte, il y a Déraciné de Naomi Novik, que tu as écouté que j'ai écouté aussi, oui. Parce qu'on a beaucoup échangé sur Naomi Novik et on s'est fait des piles à lire communes. J'aime énormément ce roman. Alors dans les derniers qu'on avait lus, et je pense qu'on en a parlé dans des clubs, il doit y avoir La Scholomance. Oui. Je suis quasiment certaine qu'on a déjà évoqué La Scholomance, toi et moi, soit dans un petit club, soit dans un grand club, qui là est plutôt de la fantaisie plus traditionnelle entre guillemets. C'est un peu un Harry Potter pour adultes. Pour moi c'est Harry Potter en mieux, avec un monde qui est construit différemment mais très bien, avec des personnages qui sont extrêmement forts et en même temps drôles, et donc on recommande très chaudement. Et donc quand Samuel a fini de lire, d'écouter La Scholomance, je lui ai dit écoute, tente Déraciné, et moi ça a été un énorme coup de cœur. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans ce genre de conte à l'ancienne, une lecture qu'on retrouve
pas en fait, qu'on n'a pas l'habitude de lire, avec cette histoire de... plus l'habitude plus l'habitude de lire. Et c'est très agréable, c'est un peu régressif. Enfin, dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, c'est ça, c'est retrouver des codes qu'on avait peut-être oubliés. Et on se prend assez rapidement au jeu, je trouve. Ouais. Et là, dans Déraciné, c'est l'histoire de base, parce qu'après, ça part vraiment... l'histoire est très complexe, mais au tout départ, on a un magicien qui récupère une jeune fille dans un village, dans des termes cycliques, tous les 80 ans, ou je sais plus, c'était combien ? C'est plus que ça. Enfin, c'est plus que ça. C'est tous les 10 ans, je crois. Tous les 10 ans. Pardon. C'est tous les 10 ans, je crois. Ouais. Moi, ça fait déjà 4-5 ans que je l'ai lu, mais ouais. Donc, il vient récupérer dans le village, et en général, ce sont des jeunes filles qui ont des pouvoirs magiques, qui sont déjà pas mal, qui sont magiciennes déjà. Et donc, il les récupère, et après, on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. Il y a un peu ce mystère-là. Et le personnage principal qui nous raconte l'histoire est sûr que ça va être une jeune fille du village qui va être prise, parce que non seulement c'est la plus belle, mais en plus, elle a des pouvoirs magiques. Et il se trouve que non, c'est pas celle qu'on pense qui est choisie. Et à partir de là, on découvre ce magicien et cet univers. Et vraiment, c'est une histoire qui est très belle, en même temps complexe, avec cette magie, ce mystère, cette ambiance. Avec aussi la menace qui pèse sur ce royaume-là. Même, tu as pas mal aussi des petites intrigues politiques qui ne sont pas non plus... c'est pas la base de la chose, mais aussi des intrigues politiques. Donc c'est... Et il y a des scènes qui sont très marquantes, je trouve, des scènes dans la forêt, notamment avec le bois. Enfin, j'ai des souvenirs même des années après de certaines scènes. Puis cette tour, ce château un peu, voilà, c'est une vraie ambiance. Donc si vous avez envie de découvrir ce genre de conte pour adultes, Du thé pour les fantômes et Déraciné de Naomi Novik. Oui. Pour continuer, moi j'aimerais parler d'une série que j'ai lue mais qui est en anglais. Alors, parce que je ne sais pas si vous le savez, c'est l'instant promo de la bibliothèque. Nous avons un club anglophone qui s'appelle The Book and Tea Club, où une fois par mois, les gens se réunissent pour parler de livres, mais tout ça en anglais. Donc c'est un club qui est très libre, mais qui est très chouette. Et comme on a plusieurs lecteurs et lectrices qui lisent en anglais, on a pas mal de livres à la bibliothèque. Et moi, j'ai lu récemment The Lady Sherlock Series par Sherry Thomas, qui est une série qui reprend un peu l'univers de Sherlock Holmes. C'est une réécriture de Sherlock Holmes assez libre, où Sherlock Holmes n'existe pas vraiment. C'est un personnage inventé par une jeune femme qui s'appelle Charlotte Holmes, et qui, elle, est très intelligente. Et comme elle ne peut pas utiliser ses dons de détective comme ça dans la bonne société victorienne, elle fait croire qu'elle a un frère très malade. Elle invente tout un système de caméra obscura pour que dans la pièce, on puisse voir. Enfin, c'est très ingénieux. Et donc, on suit les histoires. Donc, il y a 7 volumes pour l'instant de sortie en anglais. Le 8e sort là au mois de juin, donc tout bientôt. Il vaut mieux les lire dans l'ordre si vous voulez découvrir cette série, parce que même s'il y a à peu près un mystère par tome, donc une intrigue particulière qui va être à chaque fois résolue, il y a quand même un fil rouge qui est très épais, on va dire, qui parcourt toute la série. Et prendre un tome au milieu, ça serait incompréhensible au niveau des personnages, du foisonnement de l'histoire, des intrigues, de tout ce qui s'est passé. On y perdrait vraiment. Et donc mon grand regret, c'est que cette série n'est pas traduite en français. Alors, plus précisément, elle l'a été. Les 2 premiers tomes ont été traduits. Et là, c'est mon agacement qui parle sur le monde de l'édition. C'est que Sherry Thomas, qui est une autrice, si je ne me trompe pas, elle est canadienne. Elle écrivait de la romance au départ. Et donc, elle était publiée en France dans un éditeur qui faisait ça. Et quand elle a écrit The Lady Sherlock Series, elle a été traduite par le même éditeur. Donc, les 2 premiers tomes ont été traduits. Et il se trouve que c'est pas du tout de la romance. Donc ça n'a pas fonctionné, puisque forcément, c'est moi la bonne cible. Voilà, si on me vend un roman policier, une série policière, mais en fait c'est pas du tout une série policière, je vais être très déçue. Donc j'imagine très bien que si on a envie de lire de la romance et qu'on découvre plutôt une série policière qui est plutôt dans les, si vous connaissez, c'est plutôt dans l'univers. Enfin, pas tout à fait dans l'univers, mais on est un peu dans le même style qu'Anne Perry avec sa série Charlotte et Thomas Pitt. On est plutôt dans ce genre de série policière à l'époque victorienne, à Londres. Donc les 2 premiers tomes ont fait un peu un flop, comme on dit, et la série n'a pas été poursuivie et n'a pas été retraduite. Et donc c'est très très dommage, parce qu'elle aurait vraiment sa place dans les collections, notamment 10-18 qui publie Anne Perry. Ça serait tout à fait ça. Donc je suis extrêmement triste de devoir recommander quelque chose qui n'existe plus en français pour les auditeurs et les auditrices qui n'auraient pas la chance de pouvoir lire en version originale, parce que
C'est quand même bien. Mais bon, pour tous ceux et toutes celles qui peuvent le faire, je vous conseille vraiment cette série. Elle est très intéressante. C'est très bien écrit. C'est ce que les Anglais appellent du heavy plot. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté très fouillé et très dense dans les intrigues. C'est pas du tout des intrigues policières faciles à décortiquer où dès qu'on commence un peu à rentrer dans le mystère, on en voit les trames. Parfois, il y a vraiment des micro-détails auxquels on ne fait pas vraiment attention et qui se révèlent majeurs. Et quand on nous explique le mystère, on est oui, c'était évident, ça crevait les yeux, mais en fait, non. Donc voilà, on a cette construction. Au niveau de la réutilisation de Sherlock Holmes, c'est fait de façon très fine avec des personnages qui sont gender swapped, comme on dit en anglais, donc échangés. Donc Mr. Watson, Dr. Watson est une femme, Charlotte, donc forcément Sherlock Holmes est une femme aussi. Mais tout n'est pas mélangé comme ça. Moriarty reste Moriarty, par exemple. C'est plus fin que ça. Les personnages sont très attachants et j'ai trouvé, pour le coup, Sherlock Holmes très intéressante en tant que personnage. On n'est pas du tout dans cette mode des femmes détectives très pleines d'esprit, très vives, très en décalage avec leur société. Charlotte Holmes, elle est très en décalage avec sa société, mais pas du tout pour ces raisons-là. C'est quelqu'un qui a des grosses difficultés de lien social et de compréhension sociale, d'interaction sociale. Elle est beaucoup en train de jouer des relations sociales pour que ça se passe bien, mais en fait, elle les comprend pas. Il y a un côté... elle ressemble vraiment au Sherlock Holmes, en fait, du roman, un peu en décalage comme ça, parce que très intelligente, et donc il y a des choses dans la société qui lui semblent, ou chez les autres êtres humains qui lui semblent particuliers. Elle a des émotions, c'est très compliqué pour elle. Donc on est vraiment sur quelqu'un de très cérébral, et ça fait plaisir aussi je trouve, de lire des héroïnes comme ça, détectives, dans cette littérature de romans policiers un peu 19e siècle anglais, qui ne soit pas calquée sur ce qu'on peut lire ailleurs, qui est vraiment sa propre couleur et sa propre tonalité. Et avec Sherlock Holmes, c'est vraiment ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est immunisée face à la peur, face à des sentiments d'amitié, de lien. Mais c'est pas automatique chez elle, les relations prennent du temps à se construire, elles sont construites sur des bases solides, et vraiment les intrigues sont, je trouve, extrêmement bien travaillées. Donc si vous avez envie de quelque chose d'un peu complexe, pas forcément facile, je le reconnais, les intrigues sont pas forcément simples, mais si c'est ce genre de littérature qui vous intéresse en roman policier, allez-y, parce que c'est vraiment de très grande qualité, je trouve, et donc moi j'attends le dernier tome avec impatience. Et du coup, comme tu dis que ça reprend un petit peu les bases de Sherlock, en termes de liens avec les personnages, par exemple Watson ou Moriarty, est-ce qu'on retrouve des liens qui sont similaires à l'œuvre originale ou c'est vraiment retravaillé de manière différente ? Tu veux dire dans le sens entre Sherlock et Moriarty, entre Sherlock et Holmes ? Ouais, c'est ça. Oui. Tu retrouves, entre Sherlock et Holmes, entre Sherlock et Moriarty ou Watson, ouais. Oui, tu retrouves ces liens. Moriarty est bien un ennemi, Watson est bien Mrs. Watson est bien une amie de Sherlock. On a des personnages qui ont été retravaillés un peu différemment. Par exemple, les personnages d'inspecteurs qu'on a, donc Lestrade, on n'a pas Lestrade, l'équivalent. On a un autre personnage et qui est extrêmement intéressant, donc c'est Traddles. Il est très très intéressant parce que moi il m'a mis très fort en colère pendant tout le début de la série, et il fait amende honorable d'une très bonne façon, mais en fait Cherry Thomas le travaille plutôt comme un personnage qui est très rigide et qui a de l'admiration pour les femmes tant qu'elles sont dans le carcan exact de la société. Oui. Le problème c'est que Charlotte ne l'est pas, parce que ça c'est le truc du début du livre, il y a un scandale qui l'entoure et donc elle est mise au banc de la bonne société. C'est comme ça qu'elle devient détective, c'est qu'il faut qu'elle survive. Et à partir du moment où Traddles, qui jusque-là utilisait un peu les services de Sherlock Holmes, quand il se rend compte de qui est Sherlock Holmes en vrai, il y a une vraie cassure dans son comportement et c'est documenté. On voit le changement d'état d'esprit, on voit tout ça, et on voit tout son travail, lui, intellectuel, pour déconstruire tous ses préjugés quand il est mis en face et quand ça menace de ruiner sa vie en plus, parce que ça part loin. Et je trouvais ça extrêmement fin d'avoir pas ce personnage de flic un peu bêta que Sherlock bat régulièrement, mais de partir sur une autre dimension un peu plus profonde et qui correspond plus à notre société actuelle, en fait, aux intérêts actuels. Et puis le fait de changer de genre, forcément les interactions vont être différentes aussi, parce que dans l'époque, les interactions étaient différentes aussi. Donc voilà, en fait, tous les personnages ne sont pas calqués. On retrouve Mrs. Holmes évidemment, Sherlock et Moriarty, mais hormis ces trois personnages-là, vraiment, les autres personnages sont assez propres à l'univers. D'ailleurs, je me dis qu'elle aurait pu très bien ne pas utiliser Sherlock Holmes, c'est une question que je me pose toujours, moi, quand je lis des réécritures de Sherlock Holmes, parce que j'aime beaucoup ça. J'ai lu le canon original et
plusieurs fois. Et donc ça me pose toujours question de me dire, mais est-ce que ta série que tu écris, elle n'aurait pas été finalement meilleure identique sans utiliser Sherlock Holmes. Là, je trouve ça quand même très intéressant ce qu'elle en fait, parce qu'elle suit un petit peu le canon, mais en même temps en ayant sa propre façon d'écrire. Et il y a des personnages qui sont vraiment poussés. On n'a pas de Mycroft Holmes, mais on a un Bancroft qui vaut le détour parce que c'est aussi un personnage extrêmement fin dans son écriture. Enfin, vraiment, c'est un vrai plaisir de lecture. Pour dire, j'ai lu les 3 premiers tomes à la suite en l'espace d'une semaine. J'ai fait une pause et puis j'ai relu les 3 suivants, pareil, en l'espace d'une semaine. Et ce sont pas des petits volumes. Et on est vraiment dedans. Et pourtant, c'est pas une littérature facile. Je le reconnais, en termes d'écriture, en termes d'intrigue. Ça, je pense que ça ne conviendra pas à tous les lecteurs et toutes les lectrices. Mais ça vaut vraiment le détour si vous voulez découvrir une série policière comme ça, historique, qui se démarque un peu du reste, je trouve. Pour en avoir lu beaucoup, je trouve qu'elle se démarque du reste. Si vous voulez un truc un peu plus classique, les Anne Perry, Charlotte et Thomas Pitt, c'est toujours très bien. J'ai jamais tenté cela. Mais je vais essayer de trouver ton Lady Sherlock en français. Oui, ils sont, je crois que les 2 premiers tomes sont épuisés malheureusement, mais j'imagine qu'on peut les trouver d'occasion. Mais en tout cas, ça vaut le détour, même si c'est très frustrant de ne pas avoir la suite. J'en suis navrée d'avance et ça me frustre moi-même parce que je ne peux pas le recommander autant que je le voudrais. On n'est pas à l'abri d'une maison d'édition qui peut-être va nous écouter et va se dire... C'est ça, on lance un message à 10-18 très très fort. S'il vous plaît, rachetez les droits et republiez. Ça vaut vraiment le coup. Si tu veux, je peux enchaîner sur une autre série que j'ai lue aussi. Bien sûr, avec plaisir. Très connue pour le coup. C'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai écouté les 3 premiers tomes. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un univers fantasy. Alors, il y a beaucoup de romans, je ne sais plus combien il y en a au total, mais ça se lit plutôt par cycle, donc si vous voulez, c'est plutôt 3 par 3. Et en gros, dans cette saga, on suit les aventures de Fitz Chevalery, qui est le fils bâtard du prince héritier. Donc, les premiers tomes, on va suivre son arrivée au château de Castelcer, où il va grandir dans les écuries, donc sous l'aile de Burick, je ne sais plus comment on dit, celui qui gère les écuries. Je ne vais plus avoir le terme, tant pis. Et, vous aurez compris. Voilà, vous avez compris. Et au fur et à mesure, plus il va grandir, il va aussi devenir l'apprenti assassin. Et il va être au service du roi subtil, donc, qui est le roi en fait, du royaume. Donc il y a toutes ces aventures-là d'intrigue politique. Là, c'est un peu plus poussé que le roman de tout à l'heure, parce qu'il y a une menace qui est sur le royaume, avec des pirates qui viennent frapper tous les villages en fait de bord de côte et qui laissent les habitants dans un état pas possible, en fait, dans un état un peu sauvage, comme s'ils avaient perdu en fait tous leurs repères de famille, sociaux, et en fait ils vont après attaquer d'autres villages. Donc c'est vraiment comme une épidémie en fait qui se répand sur le royaume, et donc Fitz va aider pour détourner tout ça. Et un autre prince qui veut essayer de lui faire des magouilles, qui va essayer de l'éloigner le plus possible du trône, parce qu'il sent que c'est une menace. Donc c'est des bonnes intrigues, des personnages hyper attachants aussi. Il y a une bonne collection de personnages aussi. Donc j'ai hâte de lire la suite, de commencer le prochain cycle. Parce que là où je suis arrivée, donc dans les 3 premiers tomes, il est adolescent, jeune adulte, et après on poursuit, je crois que c'est même peut-être 10 ans plus tard. Enfin, il y a vraiment un saut dans le temps, donc j'ai hâte de poursuivre là-dessus. Là encore, petit conseil d'édition, il a été édité en plusieurs petits tomes en poche et après en intégrale. En fait, les intégrales suivent les publications originales parce que les romans sont très volumineux. Donc autant le premier correspond au premier en poche, mais je me souviens que le deuxième était découpé en 2 ou 3 en poche. Alors en France, le premier cycle c'est 3 tomes, tandis qu'en langue originale c'est en 2. Oui, c'est ça, il y a un tome 1, tome 2. Il y a des découpes qui ne sont pas faites de la même manière. Ouais. Et moi, ça m'avait complètement gâché l'expérience de la série, parce que couper un tome qui fait 800 pages, mais en 2 petits tomes, pour des raisons que je comprends pas trop, parce qu'autant un livre comme Le Prieuré de l'Oranger qui est en poche et coupé en 2, ça peut se comprendre vu le volume que c'est, et qu'en poche, ça risquerait d'avoir un livre pas du tout agréable à lire et qui se casse facilement, donc je comprends cette répartition. Autant là, pour Fitz Chevalery, je comprends pas trop, et moi ça m'avait complètement gâché mon plaisir de lecture, parce que
mine de rien, quand on prend un volume entre les mains, on attend un début, un milieu, une fin. Il y a un rythme, il y a quelque chose dans l'écriture. C'est pas pour rien que Robin Hobb, elle écrit un tome Il a écrit comme ça. comme ça. C'est aussi pensé comme ça. Et là, d'avoir quelque chose de coupé, même si la coupure peut passer, bah moi, en fait, je m'y étais pas du tout retrouvée en termes de rythme et j'avais trouvé ça... j'attendais que ça démarre. Sauf qu'en fait, on était dans la première moitié d'un volume qui faisait le double. Et vraiment, moi, pour le coup, ça m'avait complètement gâché mon expérience. C'est frustrant, ouais. Ah ouais, ça m'avait pas du tout plu parce que je m'y étais pas du tout retrouvée en termes de rythme. Donc... Je les ai enchaînés. Donc, j'ai pas ressenti ce truc-là, mais moi, je comprends. c'est la frustration vraiment du tome, de me dire j'ai un tome dans les mains parce que le premier se tient tout seul, en fait. Donc, d'avoir un tome, moi, je m'attendais pareil à un début, un milieu, une fin, même avec un cliffhanger à la fin, donc avec un gros suspense, c'est pas grave, je serais passée au suivant. Mais là, j'avais trouvé la découpe complètement arbitraire et au niveau du rythme, complètement comme un soufflet qui retombe. Donc ça m'avait plutôt fatiguée en fait dans ma lecture, alors que je pense que si je l'avais découvert en un volume complet, bah, je me serais laissée embarquer dans le rythme posé par Robin Hobb dès le départ, parce que c'est aussi psychologique, mais quand vous avez un volume de 800 pages entre les mains et que vous en êtes à la page 350, vous savez que vous êtes encore dans le début de l'intrigue et qu'il y a encore de la place et encore des choses qui vont arriver. Quand vous avez un volume qui fait 400 pages et que vous êtes à 350 et qu'il s'est toujours rien passé, bah à un moment, moi je m'essouffle, enfin clairement je m'essouffle. Ah bah oui, c'est clair. En termes de rythme, j'y suis vraiment personnellement très sensible. Donc si vous êtes un peu comme moi et que les gros volumes ne vous font pas peur, je vous conseille personnellement plutôt ça pour respecter le rythme. Prenez le 2 et le 3 d'un coup. Voilà. Et vous les enchaînez. Et vous savez que ça s'enchaîne. Mais c'est ça, c'est vraiment quelque chose que je dirais aux auditoristes. La découpe a été faite à peu près de manière assez étrange sur le reste de la série de ce que j'ai vu. Oui, parce qu'il y a des tomes qui sont découpés en 3 alors qu'en fait ils sont en 1 en version originale. Donc regardez un peu comment se comportent les volumes originaux pour prendre les bons volumes en petits poches si vous voulez les enchaîner pour savoir que vous êtes dans un cycle qui se tient, parce que sinon... Et souvent les cycles sont par 3, donc même si vous voulez prendre les 3 d'un coup, moi... Parce que sinon, grande frustration pour moi. Oui. Les filles de chevalerie m'avaient fait beaucoup penser à Jon Snow. En lisant Game of Thrones, il y a un petit côté quand même tête à claque au départ. Oui, c'est un jeune quoi. Oui, c'est un jeune, mais il y a un peu ce côté-là. Mais... Oui, et puis qui a grandi à la campagne, qui arrive en ville, qui va découvrir un petit peu au fur et à mesure que sa position, il est bâtard, mais à la fois il est aussi sur l'échiquier politique, parce que dans certains autres peuples, le fait qu'il soit bâtard, ça change rien. Il est quand même de la ligne royale, donc pour lui au départ, il est juste non, il peut faire sa vie, sauf que non, en fait, toi. Tu as ton rôle aussi à jouer et certains vont bien s'en servir. Et ça, oui, au fur et à mesure, il le comprend. Par moi, il en joue aussi au bout d'un moment quand il l'a compris. Oui, c'est son... C'est un roman on le suit de tout jeune, parce que dans le premier roman, il est même pas ado, c'est un enfant. Il arrive enfant. On suit son apprentissage. À la relecture, j'avais trouvé ça moins agaçant de la part de Filles de chevalerie, mais parce que je savais aussi où ça allait peut-être. Et puis, on est forcément sensible aux périodes de la vie dans lesquelles on lit les romans, ce qu'on y attend. Donc, mais c'est une très grande série, Robin Hobb, l'assassin royal. Pour enchaîner, tout à l'heure, je disais que Lady Sherlock de Sherry Thomas, ça avait été publié en romance, alors que ça n'en était pas. Là, je vais vous présenter une romance, une vraie, pour le coup, une vraie de vraie. En anglais, elle s'appelle Spoiler Alert, c'est par Olivia Dade, et elle a été traduite en français, et ça s'appelle Attention Spoiler, je crois. Bon, pas grand-chose de différent dans le titre. Ça correspond. Attention Spoiler, oui, voilà, c'est ça. Oui, ça correspond très bien, Spoiler Alert, Attention Spoiler. C'est pas une romance niaise ni fluffy comme les Anglais aiment bien dire, donc avec toute mignonne, toute douce. Ça traite pas mal de traumas, de différents traumas. Il y a un trauma autour de la dyslexie pour le héros. On parle beaucoup de sa dyslexie qui n'a pas été diagnostiquée enfant, et donc il s'est retrouvé avec des parents très abusifs mentalement, qui le prenaient pour un idiot, alors que tout simplement ses difficultés d'apprentissage étaient liées à quelque chose qu'il ne maîtrise pas, à sa dyslexie. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est très travaillé chez le personnage principal masculin. Et de l'autre côté, notre héroïne, elle est grosse. Et comme elle le dit, elle n'est pas ronde, elle n'a pas des formes, non, elle est grosse, et c'est pas un gros mot, mais elle subit énormément de grossophobie, de fait, de la part de ses parents, déjà. Alors, c'est très intéressant, c'est que son père, c'est de la grossophobie pure et dure. Vraiment, sa fille, il l'aime pas parce qu'elle est grosse. Et sa mère, c'est plutôt de la grossophobie intériorisée dont elle est elle-même victime et dont elle a elle-même subi, en fait, les conséquences de monter sur la balance 4 fois par jour parce qu'on a peur de prendre 1 kilo, parce que sinon, on nous aimera plus. Et donc, elle transmet ça à sa fille. Donc, ça peut être un peu toxique. Donc, si vous n'êtes pas dans une
capacité mentale de lire ce genre de choses, malgré le fait que ça soit une romance et que ça finit bien et que c'est quand même tout choupi et que les personnages sont mignons entre eux, voilà, vous êtes prévenus, on n'est pas sur ce thème. Par contre, c'est quand même assez rigolo, parce que le pitch de base, c'est qu'on a une série qui s'appelle Alors, je pense qu'en France, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais en anglais, c'est The God of the Gates, donc les dieux de la porte, qui est basée sur l'Énéide de Virgile. Donc, l'Énéide de Virgile, qui a été réécrite en grosse série de romans fantastiques par un auteur, qui est adapté au cinéma. Alors, si ça sent un petit peu le Game of Thrones, c'est fait exprès. On est vraiment dans cette idée de grosses séries adaptées de bouquins, où finalement les derniers n'ont pas été écrits, et donc les showrunners à la fin ont dû écrire la fin, et ils ont fait un peu n'importe quoi. Et l'acteur principal, donc qui est joué par Aîné, qui est joué par Marcus, Marcus n'est pas du tout content en fait de comment devient son personnage et de la série, parce que c'est un roman qu'il aime beaucoup, c'est une série de romans qu'il aime beaucoup, et il le fait en cachette, il écrit de la fanfiction. Pour un peu évacuer sa frustration, il réécrit ce qu'il aurait bien aimé que les scénaristes écrivent à sa place, sauf qu'il n'a pas vraiment le droit de le faire. Il a un contrat où il n'a pas le droit de divulguer des choses sur la série, il n'a pas le droit de parler de son mécontentement, donc il le fait un peu en sous-main. Donc il a un petit pseudo qui dit le aîné du livre n'aurait jamais, voilà, aîné du livre n'aurait jamais, et c'est son truc. Et dessus, il rencontre une fan qui s'appelle une fan de Lavinia. Lavinia est donc une épouse d'Aîné. Et dans la série, c'est un personnage qui a un peu été saccagé par les producteurs. Et une autre personne qui écrit de la science-fiction, c'est April, qui est géologue de profession et qui fait un peu de cosplay. Donc ces deux personnages qui se rencontrent, qui ont un échange pas vraiment épistolaire, mais c'est en ligne, autour de leur fanfiction. Donc elle lui fait lire les siennes, il l'aide à corriger, lui il lui fait lire les siennes et ils s'aident mutuellement, même s'ils n'écrivent pas du tout la même chose. Et ils développent un sentiment d'amitié extrêmement fort, et ils se disent qu'ils aimeraient bien se rencontrer dans la vraie vie, puisqu'ils ont à peu près le même âge, et qu'ils savent que c'est un homme et une femme, et donc voilà, pas de surprise. Mais ils n'ont pas encore franchi le pas. Et ce qui se passe, c'est que au départ, il y a les producteurs de la série qui lancent un petit concours sur les réseaux sociaux. Postez votre meilleur cosplay de la série et vous gagnerez peut-être des places pour les avant-premières de la dernière saison qui va sortir. Et là, April hésite parce que pour l'instant, elle a publié certaines choses sur un compte un peu anonymisé, mais elle n'a jamais publié son corps en entier, elle n'a jamais publié sa tête. Et elle se dit, allez, j'y vais, je change de boulot, je vais être dans une entreprise qui est vachement plus libre avec les plaisirs personnels des gens. Les gens savent qu'il y a certains de ses collègues qui ont un petit groupe de rock et ça se sait, donc ça a l'air moins étouffant que son métier où elle était dans une entreprise où ce genre de choses n'était pas très bien vu. Donc elle se dit, bon, allez, je change de vie, je déménage à San Francisco, je change de boulot, je vais être dans un environnement vachement plus sain, allez, je me lance, pour moi-même je me lance. Et elle publie sa photo. Sauf que, alors, bien évidemment, elle a des commentaires hyper positifs parce que son cosplay est sympa et que les gens sont hyper contents. Donc, elle a plein de commentaires positifs. Et elle a aussi son gros lot de haters, de grossophobes bien misogynes, bien comme il faut, qui se moquent d'elle. Donc, elle a appris à ne pas regarder trop ce genre de commentaires. Sauf qu'il y a un de ces petits malins qui se dit ça serait sympa de taguer l'acteur Marcus pour lui dire « Hey, t'as vu ce cosplay, comment c'est naze, et t'as vu comment elle est cette fille et machin ». Et Marcus, ça le gonfle, parce qu'il ne veut pas être associé à ce genre de personne. Et en plus, il la trouve très jolie, cette April qui est en photo. Donc, il met un petit mot comme quoi « Non, pas du tout. Son cosplay est super, elle est très jolie, pas de souci. » Le haters répond « Ouais, là, tu fais genre, c'est pour tes réseaux, mais en fait, tu sortirais jamais avec, c'est juste du flan, quoi. Ça te coûte pas de grand-chose. » Et Marcus, il a vraiment la colère qui lui monte et il dit « Si, pas de problème, mademoiselle, vous êtes libre, on va dîner. » Et après, il dit « Oui. » Et ils vont dîner. Et c'est le départ. Et après, il y a pas mal de choses, parce qu'ils se connaissent sans se connaître. Et voilà. Et le terme de base est vraiment hyper sympa. Mais ce que j'ai vraiment préféré, c'est le travail des personnages et de leur trauma. Et comment, en fait, leur trauma influe aussi sur leurs relations. Parce que parfois, Marcus a des commentaires qui sont... Puisqu'on est, en fait, on a un chapitre sur deux, on est plus ou moins dans leur tête, donc on sait exactement ce qu'ils pensent. Marcus va faire un commentaire sur la nourriture, pas du tout dans le but de dire à April « Prends une salade, c'est mieux pour ta santé ». Non, juste, cette salade, elle est super bonne parce que je l'aime bien. Mais April le vit extrêmement mal parce qu'elle a un passé, parce qu'elle a quelque chose. Et en fait, l'auteur va déconstruire aussi tout ça avec eux. Et
au-delà de juste la romance qui est très choupigne, avec des choses extrêmement drôles parfois, il y a plein de personnages secondaires qui sont très chouettes, j'ai vraiment aimé ce travail autour des traumatismes personnels et de la construction des personnages. Marcus, c'est quelqu'un qui est très beau, il est très investi dans son physique, c'est un acteur. Mais il donne une image très superficielle de lui aux médias parce qu'il pense qu'il n'y a que ça que les gens pourront aimer de lui. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un d'intelligent, il est très cultivé, il s'est auto-cultivé lui-même, il a beaucoup travaillé là-dessus. Il a trouvé tout un système pour combattre sa dyslexie, notamment au niveau de l'écriture. Donc, il dicte beaucoup ce qu'il écrit, il écoute beaucoup d'audio. Et je trouve que c'est très réel, en fait, dans voilà, quelqu'un qui se bat contre sa dyslexie, en même temps qui en a un peu honte parce qu'on lui a toujours appris à en avoir honte. Donc voilà, on a des personnages qui sont vraiment très bien travaillés dans une histoire. Et si les auditeuristes qui nous écoutent un peu savent que si vous me connaissez un peu, je lis beaucoup de littérature de genre, polar, imaginaire, romance. Et c'est un peu un cri pour dire la romance, c'est pas forcément que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou que les gros titres. Il y a aussi des autrices, des auteurs qui travaillent leurs personnages, qui travaillent une histoire et qui prennent ce biais de la romance pour parler de problèmes contemporains, pour parler de relations humaines et sociales, de relations toxiques, pour dénoncer aussi des choses, comme on le fait en roman policier, comme on le fait en imaginaire ou en fantasy ou en SF. Ça s'y prête très bien aussi et que voilà, il y a de très bonnes choses qui existent. Et donc elle a écrit une petite série, puisque dans le deuxième, on suit un autre personnage, un autre acteur qu'on voit dans le premier, que je viens de commencer. Donc peut-être que j'en reparlerai plus tard. Mais voilà. Et puis c'est intéressant, quand tu parles justement de cette écriture des personnages, je trouve ça toujours important aussi en termes de représentativité d'avoir justement ces histoires-là qui peuvent être des traumas ou simplement des fois des pans de vie ou des choses qui en tout cas sont pas au premier plan de l'histoire mais dont on parle et où c'est pas le cœur de l'intrigue, mais par contre c'est présent et ça fait partie des personnages. Et je trouve que c'est assez agréable aussi à lire d'avoir des personnages extrêmement contextualisés et que ça aide aussi peut-être. Moi je lis à contrario pas forcément beaucoup de littérature de genre, mais quand je le fais, j'aime bien avoir des personnages justement auxquels je peux avoir cette identification et qui m'aident justement à rentrer dans ces genres avec lesquels je suis pas forcément que je ne lis pas forcément habituellement. Là le trauma est le trauma, ou en tout cas le contexte assez lourd est au cœur un peu de l'intrigue. J'ai l'impression que c'est aussi le cas pour le suivant avec le personnage principal masculin, Alex. Lui il a un TDAH, je crois que c'est en français parce qu'en anglais c'est un autre signe, mais TDAH, donc trouble de l'attention, hyperactivité, et vraiment je trouve ça très bien travaillé. C'est très crédible dans ses comportements, ses réactions, mais à contrario j'ai aussi lu pas mal d'autres romances, mais c'est un peu compliqué d'en parler puisqu'elles sont pas traduites en français et qu'on a quand même... Là, on est sur un podcast francophone et je viens déjà de recommander une série pas traduite. Donc, je vais pas faire que ça. Mais j'ai lu une autre série où, au contraire, le personnage féminin aussi était gros. Et en fait, c'est juste... c'est un point de départ et c'est un personnage qui s'assume très bien, qui n'en a pas de traumatisme. Et en fait, c'est presque anecdotique dans l'histoire, alors pas forcément qu'anecdotique parce qu'elle se prend aussi de la grossophobie de la part du monde extérieur, mais ça ne rentre pas dans l'histoire et dans les traumas, il n'y a pas du tout ce contexte-là. Et je suis d'accord avec toi, c'est aussi très bien d'avoir parfois juste des personnages différents où c'est contextualisé, mais finalement c'est pas le cœur de l'histoire, c'est juste, c'est comme blond, brun, petit, grand. Mais voilà, là il se trouve que celui-là non, c'était plus travaillé, mais il date de 2020, si je me trompe pas, 2019 ou 2020, donc il a déjà 4-5 ans, et je pense qu'en 4-5 ans, il y a pas mal de choses au niveau de la romance, et notamment des personnages féminins gros dans la romance, qui ont pas mal évolué en termes d'édition littéraire, notamment aux États-Unis. Et on est plus maintenant dans cette mouvance de pas justement traiter ça comme un traumatisme ou comme un problème, mais enfin... Là, c'est pas le cas dans Spoiler Alert, mais de le traiter plutôt comme une caractéristique de personnage. Donc, oui, c'est ça, voilà. En termes de représentativité, tout simplement, en fait. Et j'avoue, c'est très agréable d'avoir des personnages qui sont différents de ce qu'on peut lire d'habitude. Des personnages qui sont pas... Bon, là, en l'occurrence, tu dis que c'est au cœur et que ça représente quand même un trauma, mais aussi d'avoir, comme tu pouvais parler pour l'autre roman, des personnages qui sortent de la norme avec des grands guillemets, mais sur lesquels, justement, c'est juste mis comme point de fait au début du roman, et ensuite, évidemment, ils doivent traiter avec le fait que c'est pas forcément toujours évident dans la société, mais ça ne reste pas au cœur, et on n'est pas obligé d'avoir des personnages qui sont toujours en train de souffrir ou de vivre. Parce que ça peut être ça parfois, tous les films, à un moment
que je pouvais regarder ou qui traitaient d'homosexualité et ça finissait toujours très très mal. Alors qu'en fait, ça peut parfois juste être la personne est homosexuelle, ok, mais en fait, c'est pas obligé que sa vie soit horrible et que la fin du film soit abominable, quoi. J'ai l'impression que c'est bien mais ça tend vers autre chose maintenant, mais à un moment c'était que ça. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un cycle naturel, c'est-à-dire qu'on s'empare d'un sujet qui n'existe pas avant en littérature ou dans le cinéma et on traite les problèmes autour pour justement apporter une solution, parce qu'effectivement, c'est quand même très satisfaisant quand tu t'identifies au personnage d'April, quand toi-même tu es grosse, d'avoir un livre où le problème est adressé. Le personnage féminin pose des limites aussi sur les autres et sur ce que les autres peuvent dire, parce que c'est ce qu'April finit par faire, vraiment poser des limites, de dire là c'est hors limite de parler de mon corps ou de parler de telle chose, donc c'est quand même très satisfaisant. Et je vais pas mentir, c'est quand même très satisfaisant d'avoir cette histoire avec un acteur qui est super beau et qui apprécie et qui normalise un peu les choses. À côté de ça, une fois qu'il y en a eu plusieurs des livres comme ça qui traitent, une fois que ça a été posé, ça laisse aussi la porte ouverte à d'autres autrices ou d'autres auteurs pour écrire justement des personnages qui sont bien dans leur normalité à eux, sans revenir dessus. Mais j'ai l'impression qu'il faut d'abord passer par cette petite étape de poser tous les traumas qui viennent et poser tous les problèmes pour après partir sur autre chose de plus léger, parce qu'on en a peut-être besoin. Et ça ouvre la porte en fracassant et puis après c'est plus facile. Moi, ça me fait penser au documentaire qui est sorti il y a déjà plusieurs années sur Netflix, Disclosure, au sujet des personnes trans dans le cinéma, et qui montre en fait à quel point les discours, la représentation de personnages qui étaient toujours en souffrance n'a pas forcément aidé les personnes trans qui pouvaient regarder ces films en leur donnant l'impression que c'était un petit peu la seule issue possible, et que là récemment on commence à avoir un petit peu de fiction qui se crée autour de personnages trans qui sont bien, qui sont acceptés. Enfin, je pense spécifiquement à Heartstopper où on a des personnages où on voit que c'est pas tout rose tout le temps, mais on a quand même ils ont des amis, ils se font pas maltraiter toute la journée non plus, donc il y a des problématiques qui restent parce que évidemment on peut pas faire l'impasse dessus, mais ça reste quand même une sacrée bouffée d'air de pouvoir avoir des personnages qui se vivent en dehors d'une souffrance absolue, de pouvoir se dire que... Ouais, c'est ça, c'est le cycle. On pose d'abord les souffrances et les problèmes que ça cause aux personnes, histoire d'éveiller un peu la société en disant « Oh, on est en train de faire du mal à des gens là ». Et puis après, on a des histoires hyper positives avec des personnages qui s'acceptent comme Heartstopper, même si c'est pas toujours tout rose dans Heartstopper. Non, pas du tout. Mais le personnage trans, c'est pas le centre du récit pour le coup, mais oui, c'est vraiment très satisfaisant. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, il faut de tout. Après, c'est vrai que spoiler alert, a quand même quelques années, donc je pense qu'il y a eu pas mal d'évolutions et que si vous n'avez pas envie de lire une romance avec un personnage féminin gros qui soit aussi centré, c'est ce que je disais au départ, c'est pas hyper fluffy comme romance. Si vous en voulez d'autres, il y en a plein maintenant qui sont vachement plus positive dans le sens où c'est pas le cœur du récit et c'est pas un trauma et c'est juste comment le personnage est décrit, donc ça se trouve très bien, c'est ce qui est très chouette, donc voilà, on peut être content de ça. Je peux enchaîner sur un manga qui s'appelle Country Diary. C'est en 2 tomes et c'est fini, donc ça c'est une bonne nouvelle, et c'est de Aya Ishino et c'est un manga qui est tout doux. Enfin, c'est une petite bulle. Je l'ai commencé. En fait, on finit avec le sourire. On suit un jeune prof qui quitte une grande ville. Alors, je ne sais plus si c'est Tokyo. En tout cas, il quitte vraiment la ville, son métier, pour s'installer à la campagne, dans une maison à retaper. Et son but, ça va être de faire son potager, de découvrir un peu le cycle des saisons. Enfin, c'est très zen et il va rencontrer sur place un habitant local qui est menuisier et qui va l'aider à retaper sa maison, à cultiver, etc. Et ils vont être amis. Plus, on ne sait pas, c'est un peu flottant sur ce point-là. Mais voilà, c'est d'une douceur, lui qui s'émerveille, il a cultivé ses premiers légumes, c'est fantastique. Et il y a aussi le côté, je pense qu'il était peut-être en souffrance en ville. Et arrivé à la campagne, il y a une vraie communauté dans le village et il va s'intégrer assez rapidement au final. Les gens au début se moquent un peu de lui en mode c'est le citadin qui arrive, qui débarque, qui connaît rien à rien. Et du fait qu'il soit investi, toujours curieux, il va vraiment prendre part à cette communauté-là et
comme je disais, c'est d'une douceur tout du long. Quand c'est de la moquerie, mais vraiment, enfin, c'est gentil, quoi. Et ça fait du bien. C'est le petit cocon de douceur. On lit les 2 tomes et on sourit. Et on est heureux. Enfin, je sais pas, ça fait du bien de lire des petites choses comme ça, toutes douces de temps en temps. Oui, et puis ça a ce petit côté satisfaisant de relations humaines qui se passent bien, où on suit en fait un quotidien qui est très simple, mais où justement il y a la simplicité des petites choses. Enfin, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui se développe pas mal aussi dans un certain type de littérature japonaise, mais qui fait beaucoup de bien en fait à lire à certains moments et qui permet aussi de remettre certaines choses des fois en perspective. C'est ça, tu remets un peu à plat. On sort de là, on se dit, oh bah tiens, moi aussi, je vais aller faire mes petits gâteaux et m'occuper de mon potager. Ça peut être un peu ça. Puis il y a vraiment le côté où il s'émerveille de choses peut-être qu'on oublie aussi. Tu vois, il lit dans la nature, il va voir les premiers bourgeons ou les premiers fruits qui arrivent. Et en fait, il va être hyper heureux. Et c'est vrai que ça parfois remet aussi, comme tu dis, les choses à plat, de dire, en fait, oui, on a le droit de s'émerveiller de ce qui se passe juste à côté de nous. Et même si c'est des banalités pour d'autres, mais nous, ça peut nous rendre heureux, quoi. Et moi, c'est l'effet que m'avait fait la lecture de La papeterie de Tsubaki, où à chaque choix de plumes et d'encre et de couleurs d'encre et de texture de papier, et oui, j'étais aussi satisfaite qu'elle dès qu'elle arrivait à trouver le bon papier, avec la bonne encre et la bonne calligraphie. Et ça m'avait fait un bien incroyable. Voilà, c'est le même type de lecture, je pense, tu vois. Alix, si tu as aimé La papeterie de Tsubaki, je ne sais pas si tu as lu de la même autrice, donc Ito Ogawa, pour nos auditeurs, Le restaurant de l'amour retrouvé. Je les ai tous lus. C'est une merveille. Parce que j'étais tombée tellement amoureuse de La papeterie de Tsubaki quand je l'avais lu que régulièrement, en fait, ça devient ma valeur sûre quand j'ai envie de lire quelque chose comme ça, où je sais que je vais lire quelque chose que je vais apprécier au niveau du style, mais qui va me faire du bien. Et je pense que mon préféré d'elle, c'est Le goûter du lion. Qui pourtant n'a pas une thématique très joyeuse au départ. C'est un peu noir quand même. Mais je trouve que justement parce que pour resituer Le goûter du lion, ça se passe dans une maison de fin de vie, donc qui s'appelle Le goûter du lion, qui est située sur une petite île où il y a des citronniers qui poussent et où les gens viennent aux derniers jours, aux dernières semaines de leur vie pour passer un moment. Plutôt que d'être dans un hôpital, dans un endroit extrêmement aseptisé, venir passer un peu des heures plus calmes. Et donc, dans cet établissement, toutes les semaines est organisé un goûter où un petit papier est tiré au sort avec la suggestion d'un goûter d'un des habitants du lieu. Et donc, tout le monde déguste ce goûter-là avec un message mis par la personne qui a le papier pour expliquer pourquoi ce goûter, pourquoi ce plat est important pour lui ou pour elle. Et j'ai trouvé incroyable dans ce livre toute la douceur qu'il pouvait y avoir dans un contexte aussi dur. Parce que le livre n'est pas toujours joyeux. Il y a vraiment des passages qui, moi, m'ont fait pleurer. Mais c'est enveloppé vraiment d'une douceur et quand même d'une joie de vivre, en fait, paradoxalement, qui, moi, m'avait vraiment beaucoup touchée. Il y a toujours un lien avec la cuisine. Oui. La douceur de la cuisine chez Ito Ogawa, le restaurant de l'amour retrouvé. Alors moi, c'est mon préféré, mais c'est parce que c'est aussi le premier que j'ai lu. C'est un des premiers qu'elle a publié aussi et qui m'avait vraiment beaucoup touchée par cette histoire où là, c'est une jeune femme qui rentre un jour chez elle et son compagnon est parti et il a tout pris dans leur appartement. Il lui reste plus rien, sauf une jarre de saumure qui était cachée dans la cuisine, derrière un pan en bois, parce qu'elle la mettait là. Et c'est une jarre de saumure qu'elle avait héritée de sa grand-mère, donc ça servait pour la cuisine. Et en fait, elle perd la parole. Le choc lui coupe la parole. Et avec sa petite jarre de saumure, elle rentre chez ses parents, où on comprend que c'est pas forcément facile de rentrer à la maison familiale. Et elle décide d'ouvrir un restaurant où elle ne cuisine que pour 1 ou 2 personnes, que des plats prévu spécialement pour ces personnes, Le goût de l'amour retrouvé. Et c'est vraiment très doux, très joli, un peu contemplatif. Et La papeterie de Tsubaki est un peu moins contemplatif que
que Le Restaurant de l'amour retrouvé. Mais il y a toujours un lien fort avec la cuisine et le bonheur de la cuisine et le bonheur des plats. Un mélange entre tradition quand même, parce que les plats traditionnels japonais et en même temps le reste de ce qui se passe autour, c'est toujours très élégant. Il y a un amour mis dans la préparation aussi, ou dans Le Restaurant de l'amour retrouvé, il y a beaucoup de temps où on la voit préparer, où on la voit prendre beaucoup d'attention sur le choix des ingrédients, et c'est ça aussi qui est... Et je trouve qu'elle arrive à parler de sujets assez lourds avec beaucoup de douceur. Alors, Le Restaurant de l'amour retrouvé, la papeterie Tsubaki, ça reste relativement très léger en termes d'ambiance et d'atmosphère. Sont plutôt des petites pastilles de bonheur, je trouve. Je ne suis pas étonnée que ça soit le genre de roman vers lequel tu reviennes régulièrement. Mais il y a Le Goûter d'Union ou Le Jardin arc-en-ciel qui sont sur des thématiques bien plus lourdes. Et pourtant, c'est jamais déprimant quand on lit. C'est jamais noir, en fait. Ce sont des sujets complexes, mais toujours traités avec énormément d'élégance et de finesse. C'est vraiment un très beau morceau de la littérature japonaise. J'enchaîne avec de la littérature japonaise très rapidement, parce que pour le coup, je n'ai pas aimé. Pour le coup, je me suis dit, il en faut aussi. Voilà, je me suis dit qu'on pouvait pas laisser le côté j'ai pas aimé uniquement à Alexis et Jérôme. Il fallait aussi qu'on rentre dans la bataille, les filles. Il s'agit de la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa. Alors, c'est très rigolo parce que ça fait un grand carton, ce livre. C'est dans la mode en ce moment des feel-good asiatiques, donc que ça soit coréen ou japonais. Et autant, je crois que j'en avais parlé dans un podcast en début d'année, autant j'avais adoré L'odeur des clémentines grillées, qui est un roman coréen, qui là est un vrai feel-good, mais avec aussi du fond, de la matière, et on en ressort avec le sourire, mais en ayant quand même l'impression d'avoir lu quelque chose. Autant la librairie Morisaki, j'ai trouvé ça extrêmement vide, et je m'excuse par avance pour toutes celles et ceux qui auraient bien aimé et qui auraient trouvé ça. Moi, ça n'a pas pris du tout. J'ai trouvé ça assez plat, assez... Finalement, oui, c'est du feel good, mais j'ai trouvé ça très convenu dans le côté quelqu'un qui vit un moment un peu difficile, qui va se retrouver dans une petite librairie et d'un coup va retrouver le bonheur. Autant la thématique était assez creusée dans L'odeur des clémentines grillées, parce qu'on examinait aussi tous les problèmes autour, et puis il y avait une lenteur dans l'écriture, dans les personnages qui se guérissent et qui mûrissent. Autant la librairie Morisaki, c'est quand même très court en termes de pages. Et là, j'ai trouvé ça un peu cliché, le côté « allez, on se met au milieu des vieux livres et on guérit ». Bon, avant d'être bibliothécaire, j'étais libraire. J'ai un point de vue peut-être un peu trop cynique sur la question. Le monde des livres est très, oui, c'est très reposant, mais malgré tout, une librairie, ça reste aussi un commerce. Et souvent, je trouve qu'on idéalise vraiment très, très fort ce côté, la librairie comme paradis, alors que c'est aussi un commerce et ça a aussi ses défauts, ça a aussi ses complexités. Donc voilà, j'ai trouvé ce roman un peu creux. Il se lit très vite. Par contre, avantage de ce roman, c'est que ça se passe dans le quartier c'est le quartier de Jimbocho à Tokyo, qui est un quartier qu'avec des libraires, et notamment des libraires d'occasion. Donc ça, par contre, ça vaut le coup. Enfin, ça, c'est le petit point positif du roman. J'ai beaucoup aimé que ça se passe dans ce quartier-là, qui est un quartier très particulier de Tokyo. Et donc, voilà, cette petite pastille, vraiment un quartier dévolu aux livres, et notamment aux livres d'occasion, avec ses spécificités, différents livres, avec une façon d'appréhender le livre aussi très différent des Japonais par rapport à nous, Français. Ça, c'était vraiment bien, par contre. Donc, si vous voulez des idées de voyage au Japon, lisez la librairie Morisaki pour avoir envie d'aller à Jimbocho. Sinon, L'odeur des clémentines grillées, c'est très très bien. Même si c'est coréen, ça se passe près de Jeju, c'est aussi pas mal. Si tu veux, je peux enchaîner sur totalement autre chose. C'est la série animée qui s'appelle Samuel, de Émilie Tronche. C'est 21 épisodes de 5 minutes. Et on suit des petits épisodes de vie d'un jeune garçon qui s'appelle Samuel et qui est en CM2. Donc ça va être... Au début, il va commencer à écrire à son journal intime, et au fur et à mesure, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée, pourquoi ça s'est mal passé, pourquoi il est en colère contre telle personne, enfin ceci, cela. Vraiment des problématiques d'enfants, mais ça fait revenir aussi des souvenirs très forts, et c'est plutôt bien fichu. C'est en noir et blanc uniquement, donc avec un style qui fait très, très crayonné aussi. Bon, j'aime beaucoup l'animation, et j'ai trouvé ça un peu rafraîchissant. Ça ramène de la nostalgie aussi sur certains souvenirs parce que la réalisatrice
doit avoir à peu près dans nos âges, donc tu retrouves des choses. Un épisode qui m'a marqué avec les cartes Diddle, avec les classeurs de cartes Diddle, et c'était très drôle. Et pour avoir vu après d'autres vidéos de la réalisatrice qui expliquait, elle a un rapport très fort à la musique et à la chorégraphie, et ça se retrouve aussi dans la manière dont elle a réalisé et fait certains plans, notamment les cartes Diddle avec les pages de classeurs qui sont tournées. Il y a un rythme qui est créé, et un peu tout du long il y a le garçon qui chante, qui est fan de ABBA. Enfin, il y a vraiment un rapport à la musique et à la danse que j'ai retrouvé qui était hyper beau et intéressant à voir, et même toute l'histoire au-delà de la série que moi j'ai trouvé hyper bien. Comment elle a créé ça en fait, en sortant de ses études. Elle a fait un épisode, elle l'a posté, ça a fonctionné. Arte est venu la voir, est-ce qu'on peut faire des choses ensemble, et voir en fait un peu la success story qu'elle a pu avoir à une échelle pas aussi forte que des blockbusters, mais tout l'engouement qu'il y a eu autour, et qui s'est mérité pour le coup. Et c'est très sympa si vous avez un petit peu de temps. C'est gratuit sur YouTube, donc lancez-vous. Oui, je l'avais vu passer, mais je ne m'étais pas plongée dedans, mais tu m'as bien donné envie. Rien que pour les cartes Diddle. Non, mais en fait, c'est ça. Puis, en fait, tu as le truc de, je commence, je suis en colère contre machin, parce qu'il a dit à la grande Julie que j'étais amoureuse de lui, mais d'elle, et en fait, c'est pas vrai. Et tu vois, tu retrouves vraiment des choses... d'enfants de CM2. Voilà, d'enfants de CM2, et toi tu fais mais et ça te touche en fait direct, et ça te chope, et puis des manières de parler ou des réflexions d'enfants, et ça te fait rire, ou ça t'émeut aussi, même parfois t'es oui, mais c'est vrai, en fait on pouvait s'émouvoir de ce genre de choses, et c'est trop chouette. Et ce qui est marrant aussi, c'est que c'est elle qui fait toutes les voix, donc t'as un travail, et en fait quand tu l'entends parler, tu fais attends, mais cette voix me dit quelque chose. Oui, en fait c'est normal, c'est lui, et c'est tout autour, la série plus ce qu'on peut voir autour de la réalisatrice, c'est hyper chouette. Il y a cette naïveté dans Marcel le coquillage avec ses chaussures. Ah, mais fantastique. Et voilà, c'est un peu à ça. Il y a le côté enfant, Marcel un petit coquillage, mais qui est aussi un petit coquillage. C'est un film animé hyper émouvant, Marcel le coquillage avec ses chaussures. Tu dis, mais c'est vraiment très beau. Et ben non, il va te faire pleurer, ce coquillage. Ouais, il te fait pleurer, il te fait rire, il y a plein de trucs hyper drôles. C'est d'un côté de l'innocence aussi, de ce côtère. Oui, oui, il touche beaucoup, quoi. Les adultes, les petits, c'est un vrai joli film, une vraie petite pépite. Oui. Tu l'as vu aussi ? Oui. Ouais. Voilà, nous sommes femmes de Marcel, le coquillage avec ses chaussures. C'est Hélène qui en avait parlé sur un podcast il y a quelques temps. Non, vous en avez parlé aussi, je crois, sur nous, on un en a. club, Ah, tu crois Bon, on vous recommande encore. C'est très bien. Marcel, le coquillage avec ses chaussures. Oui. Parce que voilà, vraiment une petite Trop pépite. Eh ben, merci les filles pour ce podcast Petit Club. On espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie, et que vous repartez avec plein de recommandations de livres, de séries, de mangas, de films, de tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut. Salut.